On est live, oui. Yes. Bonsoir à tous. Tout le Comment monde. allez-vous ce soir? Yes. Bonsoir à tous. Ah, c'est bon. Alors, J'écoute ouais, les choses sur mon ordinateur. on se met en place, on laisse les gens arriver un petit peu. Salut tout le monde. Et oui, comme d'habitude, hein, on laisse toujours quelques secondes, quelques minutes pour que les gens nous rejoignent, que ce soit en live sur Facebook ou pour ceux qui ont souhaité nous rejoindre sur le Zoom, qui nous rejoignent. Voilà, ça y est, j'ai partagé sur mon mur. Génial, génial. Ouais, on y est quand même. Et oui, Après c'est ce parti, pré- c'est notre premier live tous les deux, Willy. Ouais, on se réjouit en tout cas, hein. Ça fait un petit moment qu'on le prépare et qu'on le travaille, et enfin, aujourd'hui, on y est. On va pouvoir enfin communier avec nos communautés, leur apporter de la valeur et parler de sujets qui nous tiennent tant à cœur. La décision sous stress. Je te laisse encore une petite minute, Willy, Ah et ouais, puis ouais, après, ouais. tranquillement, on attaque. On laisse approcher les gens tranquillement. Hop. Essayer de mettre dans la conversation le Ah ouais, lien du Zoom, on met le lien, ouais. si Bonne certains idée. veulent nous rejoindre. Ouais, comme ça, si vous voulez nous rejoindre directement. Je le récupère et j'arrive. Yes. Bon, ben nous, c'est bien parce qu'il fait beau chez nous. Chez toi aussi, Sylvain? Ah ouais, il a fait une journée d'enfer. Ouais, Voilà, c'est bon, j'ai remis le lien en tête de conversation si certains veulent nous rejoindre par Zoom. Comme ça, on pourra vous faire même passer à l'écran. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a le chat, je le monitore et donc je pourrai y répondre au fur et à mesure ou en fin de session. Willy, yes. je te propose de commencer. Eh ben, c'est parti. D'abord, avant toute chose, avant de commencer, comment tu te sens, Willy? Tu as eu un petit pépin de santé hier et tu nous fais quand même le plaisir d'être avec moi ce soir. Ouais, Et justement, on va s'appuyer un petit peu là-dessus pour commencer cette soirée. Donc déjà, comment vas-tu? bah, ça va beaucoup mieux. Alors, je suis complètement stone je prends des gros médicaments. J'ai eu des calculs dans les reins. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est monté hier soir en 1 minute, c'est venu. Et puis, mon épouse n'était pas là. J'étais tout seul à la maison. Donc, j'ai pris la décision d'appeler l'ambulance. Une ambulance est venue me chercher et puis j'ai passé la nuit à l'hôpital où ils m'ont mis des bonnes grosses doses de sédatifs, d'antidouleurs et puis là, ben, est-ce qu'on maintient? Est-ce qu'on maintient pas? C'était un peu la question parce que moi j'ai refait une crise, cet après-midi. Le basculement entre rentrer de l'hôpital, être à la maison, recevoir les médicaments, il y a eu un petit temps de vide là et j'ai refait une grosse crise. Donc, voilà, on se lance là. Je ne sais pas s'il y a une crise qui pourrait se passer en live, mais moi, en tout cas, j'ai décidé de maintenir, de continuer, malgré ça, en toute vulnérabilité, en toute simplicité. Puis, on verra ce qui arrive et ça fait partie des prises de décision sous stress. Justement, c'est ce qu'on va vous parler aujourd'hui et c'est impliqué quelque chose aussi, à propos de Sylvain. Je te laisse expliquer qu'est-ce que c'est? Ouais, en fait, on veut se servir finalement de cette expérience. Ça fait plus d'un mois avec Willy qu'on prépare ce webinaire, cet échange avec vous. Euh, Chacun avait décidé de vous parler de certaines choses. Et puis, il y a cet événement qui vient percuter, qui vient nous challenger sur l'organisation, sur comment on veut faire, hein. Ce matin, quand Willy m'a appelé pour me dire qu'il était à l'hôpital, il y a plein de choses qui se sont passées en moi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on annule? Est-ce qu'on prend la décision plus tard? Quelles sont les informations dont on dispose qui vont nous permettre de prendre cette décision? Mais la première réaction qui, moi, est venue me chercher, c'est ça fait chier, quoi. Ça fait un mois qu'on bosse sur ce truc-là, qu'on est prêt,
qu'on a prévu, qu'on a animé notre communauté, et vous, pour que vous soyez là avec nous ce soir, et on va devoir annuler. Et puis, non, finalement, tout de suite, on prend un peu de recul. La première chose à faire là-dessus, là, c'est déjà, pas prendre de décision sur l'émotion, sur calmer, poser, pour prendre l'étendue de la situation, tranquillement, se poser, prendre. OK, d'abord, pour moi, c'est m'assurer que Woody, ça va, comment il va, qu'est-ce qui lui arrive exactement, et puis surtout, comment il se sent, est-ce que lui aussi, il a envie de faire de cet événement. Voilà, donc ça, je dirais, c'est la première réaction. Et puis après, il y a une multitude de questions qui viennent aussi. C'est, OK, mais bon, si on annule, est-ce que je peux pas faire un webinaire, moi, tout seul, sur ce sujet-là? Puis tu te dis, mais c'est quoi l'objectif du webinaire? C'est de passer un moment avec Willy, d'échanger, de croiser nos points de vue, ou c'est de te mettre en avant et de répondre à la question. Est-ce que c'est mon ego ou est-ce que c'est moi, mon envie qui parle, qui décide? Et là, pareil, encore une fois, décider dans l'émotion, décider tout seul, c'est compliqué. Donc, cette décision de maintenir le webinaire, je dirais qu'elle ne m'appartient pas à ce moment-là. Elle appartient à Willy, parce que c'est lui, c'est son corps. C'est lui qui a sa connaissance, comment il se sent et quelle envie il a envie de faire. Alors, pour être transparent, la décision de maintenir ce webinaire, on l'a pris il y a un quart d'heure, 20 minutes avec Willy, parce que avant, on ne savait pas, on hésitait, mais c'est pas grave. Nous, on est prêts, et je pense même que cet événement va nous apporter dans cette prise de décision. Willy, je vais te redonner la parole. Ce que je te propose quand même, c'est qu'on se présente un peu. Parce que là, on est parti bien en tête sur cette situation. Déjà, ce qu'on a ressenti, ces choses-là, mais j'aimerais quand même que nos communautés puissent nous resituer et quand même savoir un petit peu d'où on vient et ce qu'on avait prévu pour eux ce soir. Mmh. Alors, moi, donc moi, je suis, Willy et puis, je me considère comme coach holistique. Alors holistique, pour ceux qui ne savent pas, c'est prendre l'humain dans son entièreté. Donc on va prendre le corps et l'esprit, pas spécialement sur un côté, spirituel, religieux, mais on peut, parler d'esprit dans vraiment du physique, dans du terre à terre. Ça veut dire tout ce qui est le conscient et l'inconscient. La pensée, justement les prises de décision, ce dont on va vous parler et j'avais à cœur vraiment moi j'ai eu un accident assez sérieux de la route. Je me suis remis sur pied grâce à la remise en forme et j'ai voulu transmettre ça et très rapidement, il m'a manqué ce côté aussi, mental parce que, je me suis rendu compte que cette remise en forme-là, elle passait énormément par le mental aussi et le travail sur moi et qu'est-ce que je faisais de cet accident? Et c'était un point très, très important donc je me suis engagé dans une formation de coach en préparation mentale où on s'est rencontrés avec Sylvain. On a fini notre formation, on a été certifiés tous les 2 en février et donc voilà, c'est cette envie vraiment de partager toutes les clés que je découvre, que j'applique sur moi. Quand je travaille sur l'esprit, qu'est-ce que ça fait à mon corps? Quand je travaille sur mon corps, qu'est-ce que ça fait à mon esprit? Et c'est un peu découvrir et faire découvrir ce cercle vertueux qui est, qui pour moi m'apporte énormément de choses tous les jours au quotidien et qui m'a beaucoup aidé dans cet épisode que j'ai vécu il y a, 24 heures maintenant, où je me suis retrouvé vraiment dans des douleurs énormes, tout seul à la maison et comment j'ai pu me diriger pour prendre les meilleures décisions le plus calmement possible. Voilà, si Mais je merci, bien. merci Willy pour cette belle présentation. Je vais prendre moi aussi quelques minutes pour me présenter. Alors d'abord, je vais un petit peu galérer avec la technique puisque je vais essayer de nous épingler Willy et moi. Comme ça, vous aurez vos hôtes. Pourquoi ajouter à l'épingle? Voilà. Donc, on doit être tous les deux là, Willy, en épinglé.
C'est le cas. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent en cours de route. N'hésitez pas à nous mettre dans le chat, dans la discussion, comment vous vous sentez, comment vous allez aujourd'hui. Et je vous rappelle, on est avec Willy Marsan, le sport holistique, et donc moi-même, et on parle ce soir mental et prise de décision, mindset, prise de décision. Willy vient de se présenter, à mon tour d'en faire autant. Donc moi, c'est Sylvain Charras. Je viens de créer le compétiteur humain. Pourquoi le compétiteur humain? Je viens du sport de haut niveau et je pratique encore le sport de haut niveau. Alors, le sport de haut niveau, oui, mais pas sur le terrain, pas en tant que joueur. Je suis arbitre et c'est un sportif de haut niveau comme tout autre joueur sur le terrain. Donc, moi, depuis 12 ans maintenant, j'ai cette activité de sportif de haut niveau et j'arbitre à l'international. De ce parcours d'arbitrage, je tire énormément de ponts dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. Aujourd'hui, c'est toute cette expérience, ce savoir, cette connaissance et ces expériences que j'ai vécues dans des situations de stress, des situations difficiles, des situations d'urgence, parce qu'il y a énormément de situations dans l'arbitrage où il faut décider dans l'instant. Et du coup, on développe des capacités et c'est là où il faut vraiment que notre mental soit prêt pour prendre cette décision. Donc, on y reviendra là-dedans. Donc, moi, vraiment, ce qu'il y a derrière le compétiteur humain, c'est vraiment aller remettre la performance. Alors, pour moi, la performance, c'est pas être champion du monde, c'est être au meilleur de son potentiel. N'importe qui peut aller chercher sa performance. Et c'est là que c'est important. C'est que les personnes qui, au quotidien, veulent aller déployer leur plein potentiel. Et tout ça, dans une démarche, c'est la performance de l'être. C'est sortir du faire et du faire et du faire et encore faire pour venir performer avec l'être, avec ce qui vient de nous, notre singularité et qui on est, pour aller chercher cette performance dans la durée, l'excellence du sportif de haut niveau. Et c'est ça que j'essaie d'apporter aujourd'hui et que j'apporte aujourd'hui dans mes accompagnements et aux personnes avec qui je travaille. Voilà. Merci beaucoup. Je vois, je ne sais pas sur Facebook si tu arrives à… Voilà. C'est bon, j'y suis. Ouais, super. Comme ça, on est tous. Et merci beaucoup pour ta présentation. Et donc, on va essayer justement aujourd'hui de faire le lien entre cette vie quotidienne, ce qu'on peut mettre en place pour gérer le stress, et avec la compétition aussi, dans quelle situation stressante, en fait, on doit prendre une décision, parce qu'on voit qu'il y a un lien énorme. Et c'est pour ça qu'on a décidé de s'associer justement pour présenter au grand public. Donc là, on va peut-être parler performance, on va peut-être parler sport, mais en fin de compte, tout ça, c'est des outils qui s'adaptent à tout le monde. C'est les mêmes outils qu'on va adapter et en compétition et dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que ça faisait du sens qu'on agisse ensemble avec Sylvain. Ok. Oui, dans le déroulé, on avait prévu de parler d'abord un petit peu de cette notion de stress. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus de cette notion de stress et qu'est-ce qu'on entend par prise de décision sous stress? Ouais. Alors le stress, déjà, il y a beaucoup de définitions qui définissent le stress justement. Et moi, ce que j'ai envie de dire sur le stress, c'est en fait, c'est une réaction naturelle face à une situation à laquelle on n'a pas de réponse connue, immédiate. Ça veut dire qu'on est face à une situation, on ne sait pas comment en faire, boum, on monte en stress. Et donc, on peut partir déjà du constat que si on s'entraîne sur une situation, on va plus être stressé face à cette situation, parce que au fur et à mesure de l'entraînement, on va savoir comment réagir face à ce qu'on vit. Si je prends un exemple, qu'est-ce que j'aurais comme exemple maintenant? Si je me rends compte que je stresse chaque fois que je pars à une certaine heure pour aller travailler,
et je vais m'adapter et où je vais partir avant pour mon heure de travail régulière, ou alors je vais savoir me mettre dans des conditions, mais en tout cas agir face à cette situation-là pour ne pas me laisser déborder par mon stress, finalement. En fait, c'est ça. Le stress, on va le garder toujours, tous les jours. Il est extrêmement important et il est même vital parce que sans stress, en fin de compte, c'est difficile de prendre des décisions. Et moi, je le vois maintenant parce qu'avec les médicaments que je prends pour la douleur, ben, en fait, je me retrouve en hypostress et, et donc ça serait difficile pour moi maintenant de passer à l'action en état d'urgence. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est très clair, mais ce que je veux dire en fait avec le stress, c'est que on en a besoin et on doit se mettre dans les meilleures des conditions pour ne pas en avoir peur, en fin de compte. Pour se dire: «OK, j'ai pas peur du stress, donc je peux le détecter très facilement et qu'est-ce que je peux faire dans cet état de stress une fois que je l'ai détecté?» Mais OK. Donc, ce que tu es en train de nous dire, hein, Willy, c'est que chercher à éliminer tout le stress n'est pas bon. Non. Non. Et là-dessus, je vais rebondir là-dessus, hein, parce que dans le sport de haut niveau, dans la performance, hein, euh, ce qui compte le plus, c'est le bon niveau de stress. Comme tu disais très bien, hein, quand tu es en hypostress, il va te manquer quelque chose. Tu ne vas pas être dans la bonne énergie, dans le bon instant Mmh. et il va te manquer quelque chose. Souvent, on s'aperçoit, hein, quand on n'a pas le bon niveau de stress, qu'on n'est pas dans le bon timing. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose d'ultra important, en fait, de se retrouver dans les bons timings. Et je vais aller là-dessus, en fait, pour partir un petit peu sur le principe de la décision. Alors, avant, je vais casser un petit peu le contexte. Ouais. En tant qu'arbitre, sur un match de 40 minutes, euh, il y a à peu près 400 situations. Je dis bien 400 situations pour lesquelles l'arbitre va devoir juger la situation et prendre une décision. Prendre une décision, ça peut être juste, tout va bien, je laisse jouer. Et du coup, je décide de ne pas interrompre le jeu. Mais ça peut Ouais. être aussi de quelles règles je dois appliquer. Est-ce qu'il a enfreint la règle ou est-ce qu'il ne l'a pas enfreint? Voilà. Là, est-ce que je dois laisser jouer parce qu'il y a un avantage? Ouais. Et donc, c'est vraiment là où, en tant qu'arbitre, on a vraiment de l'enseignement à faire. Alors, moi, j'ai l'habitude de dire que on a deux vies dans l'arbitrage. On a vraiment deux vies. Et la première, elle s'arrête, et ça, c'est important. Vous pouvez le noter, quand tu prends conscience que parfois, il faut accepter de se tromper pour garder la confiance des joueurs. Mmh. Je répète, hein, parce que c'est important ce que je viens de dire là. Votre vie, votre deuxième vie d'arbitre commence quand vous acceptez de vous tromper pour garder la confiance des joueurs. Je vous explique. C'est pas compliqué. Généralement, quand on commence dans l'arbitrage, on n'ose pas prendre une décision. On n'ose pas. On a peur de se tromper. On a peur de faire une erreur. Et on a peur du regard des autres, de la réaction des autres. Mais pour moi, il y a une chose qui est pire que ça dans l'arbitrage. C'est de ne pas prendre de décision. C'est de ne pas décider. Bien Parce que sûr. finalement, à partir du moment où on a sur un terrain un temps d'hésitation, on est forcément, quelle que soit la décision qu'on prend après, on aura une équipe qui se sentira flouée parce qu'on a mis trop de temps à décider. Et donc, ça, c'est vraiment pour moi la clé. Et là, si on doit retenir une chose, et pour moi, c'est l'une des plus grosses difficultés dans la décision, et ce que moi, je constate, hein, dans les accompagnements, dans les gens avec qui je travaille au quotidien, la vraie difficulté de la prise de décision,
elle vient de ça, de je veux prendre la bonne décision, comme s'il y avait une seule décision, l'unique décision qui compte. Or que non, ce qu'il faut, c'est prendre une décision. C'est prendre une décision pour continuer à avancer. C'est cette décision-là qui va nous permettre de continuer à avancer. D'accord? Et donc, ça, c'est pour moi l'un des plus gros enseignements que j'ai pu faire de mon expérience sur le terrain et de ce que je transmets aujourd'hui, que ce soit aux arbitres, que ce soit à des leaders dans les entreprises, ou que ce soit même dans la vie personnelle. Mmh. La difficulté, et quand on prend une décision, c'est jamais une décision ultime. Il y a toujours une autre décision qui va venir derrière. Et donc, il y a une décision à prendre. Je prends la décision. Par contre, ce qu'il y a d'important pour moi, c'est d'avoir la capacité derrière à s'assurer que la décision que j'ai prise à l'instant T apporte les effets attendus. Et si ce n'est pas le cas, j'ai un devoir de décider autre chose pour me réajuster, pour me réaligner ou pour aller là où je veux aller. Mmh. Voilà ce que, là, je dirais, moi, le premier enseignement que je voulais vous apporter sur cette prise de décision, c'est vraiment accepter de se tromper pour garder la confiance des joueurs. Dans la vie, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire faire la différence entre prendre une décision et prendre la décision, la bonne décision. Willy, tu veux rajouter quelque chose? Ça te fait réagir, ça te fait rebondir? Bah, bien sûr, ouais, merci beaucoup pour ce partage et en fin de compte, c'est là où on voit déjà dès le premier partage que, beh, dans la vie courante, ça va être la même chose qu'en compétition pour Sylvain en tant qu'arbitre et qu'est-ce que je vais prendre comme décision? Qu'est-ce que je vais assumer comment je vais l'assumer cette décision? Et même si je me suis trompé face à mon entourage, face à mes proches, ça peut me créer un état de stress. Si je veux absolument ne pas me tromper, si je veux pas passer pour quelqu'un de quelque chose, de ci ou de ça, s'appuyer sur le regard des autres. Mais en fin de compte, ce stress, on va pouvoir le diminuer déjà en travaillant sur soi et sur son amour-propre. Où c'est OK que je me trompe. J'ai le droit de me tromper, j'ai le droit de prendre une mauvaise décision. J'ai le droit aussi nous, on travaille, ce qu'on a envie de transmettre, c'est de détecter la situation de stress. La situation idéale, c'est ça. Je rentre en stress, je le détecte, je sais quoi en faire, j'applique mes outils et je vais prendre une bonne décision dans cet endroit de calme. Sauf qu'il y a des fois, moi y compris, je prends ma décision sous stress parce que je l'ai pas détecté, parce que j'ai pas voulu le voir et je prends souvent, quand c'est sous stress, une mauvaise décision. La différence que je vis maintenant par rapport à ma vie d'avant, c'est que c'est OK, je me suis trompé, je me pardonne à moi déjà et puis je valide le fait que je me sois trompé et ça surenchérit pas le stress que je vais vivre après au quotidien. Et ce stress, si on le surenchérit, beh, bien sûr, il y a tout ce qu'on connaît du stress qui crée dans un état de santé au quotidien et qui peut emmener à des maladies graves et c'est comme ça, en fait, c'est en surenchérissant ce stress qu'on risque de tomber malade, qu'on risque de prendre encore plus de mauvaises décisions et une autre chose qui me vient par rapport à ce que tu disais, Sylvain, aussi, c'est très important de prendre une décision, parce que ne pas prendre de décision dans une relation, je ne sais pas, Sylvain, ce que ça va résonner pour toi sur un stade, mais ne jamais se positionner dans une relation, c'est une violence extrêmement passive aussi. C'est une grande violence. Et alors, on va oser se positionner, quitte à faire une erreur. Je ne sais pas si c'est clair un petit peu ce que je veux vous dire là. Qu'est-ce que ça t'évoque, Sylvain, pour toi? Moi, ce qui vient résonner chez moi, en fait, c'est une question de responsabilité. Et de prendre sa responsabilité sur ce dont j'ai envie, ce que je veux. Et ne pas prendre de décision
c'est finalement donner la responsabilité à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. Et globalement, hein, dans mon activité d'arbitre, ne pas décider, ça veut dire que les joueurs vont décider à ma place. C'est ça Vont, exactement. et ça va bien se passer s'ils sont disciplinés. Ça va mal se passer s'ils sont moins bien disciplinés ou s'il y a une équipe qui commence à essayer de tricher un petit peu ou Ouais, de venir jouer avec la règle. Chez nous, on a on a une règle hein, qui est que la défense doit reculer de 7 mètres. Dans le jeu courant, dès qu'il y a un toucher, la défense doit reculer de 7 mètres. ouais, Mais le problème, c'est que si nous, en tant qu'arbitre, on ne place pas les joueurs ou on ne leur dit pas qu'ils sont revenus, cette distance a tendance à se rétrécir. Et forcément, si cette distance se rétrécit, le jeu est moins ouvert et on va avoir des contacts plus forts, plus violents, plus difficiles. Et donc, on risque de dégénérer. Et donc, ça veut dire qu'on donne la responsabilité à l'autre de choisir à sa place finalement. Si je ne décide pas, l'autre, alors ça peut être, là on parle d'humain à humain, mais on peut laisser certains voix plus grand que l'humain. Donc, ouais, quand je dis bien l'autre, c'est je confie mon avenir à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre. ouais, Et pour moi, c'est ça que ça vient résonner dans ne pas prendre une décision. oui, C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si cette prise de décision sur le terrain, elle est trop longue, les équipes vont forcément perdre la confiance dans l'arbitre de champ, dans sa capacité à mettre en place les conditions du jeu. Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'aime travailler, hein, de mettre en place les conditions de la réussite, les conditions de la performance. Et oui, c'est là où je fais d'autres ponts entre une activité que je mène au quotidien et l'accompagnement que je peux faire avec les gens. C'est-à-dire venir travailler pour que vous soyez en capacité de mettre en place les conditions de votre réussite. Et finalement, quand on dit dompter son mental pour faciliter sa prise de décision, c'est ni plus ni moins que ça ce qu'on fait. On met en place les conditions d'une prise de décision facilitée. Parce que je me suis mis dans un état émotionnel, et il me semble que c'est le point que tu voulais aborder après, hein, Willy, donc je te tends la perche pour ça, de venir mettre en place l'état émotionnel compatible au niveau ou à la décision que j'ai à prendre. ouais. Je te Alors, laisse rebondir là-dessus et apporter ouais, ce que tu avais prévu là-dessus. ouais, ouais, ce que ça m'évoque un peu, tout ça, c'est qu'en fin de compte, l'arbitre, il, il doit marquer une règle. Il y a une règle et il va la faire respecter. Et en faisant respecter cette règle, les joueurs vont se sentir en sécurité parce que c'est leur référent. OK, les joueurs, ils sont dans le feu de l'action. Ils ont un référent qui va avoir le meilleur regard pour dire cette situation, elle est bonne ou pas. Dans la vie de tous les jours, c'est à nous d'établir nos règles. Qu'est-ce qui est OK pour nous et quelles décisions on va prendre pour nous? Et d'où l'importance de connaître nos règles et donc de se connaître à soi. Et pour connaître ces règles, j'y reviens encore dessus et je pense que je vais encore y revenir, ça va être la découverte de soi, le respect de soi, l'amour de soi, pour pouvoir assumer cette règle. L'arbitre, il se sent légitime parce qu'il y a une règle qui est mise en place et donc c'est OK, l'arbitre, il représente cette règle. Maintenant, c'est à moi de représenter ma règle dans le jeu de la vie de tous les jours. Donc, qu'est-ce qui est OK de vivre pour moi? Qu'est-ce qui est négociable et qu'est-ce qui est non négociable surtout? Et ça vient sur un travail intérieur pour définir nos règles. Moi, je dois définir ma règle du jeu. Parce que ce stress, il va monter. Si j'ai pas défini ma règle du jeu, je vais m'enclencher dans quelque chose qui est peut-être pas OK pour moi. Mais si je connais pas ma règle du jeu, je vais pas pouvoir détecter à quel moment c'est pas OK. Ou alors je vais le détecter trop tard, à partir du moment où ça sera trop, en fin de compte. Et donc définir cette règle du jeu, ça permet de prendre les décisions. Tiens, une situation me stresse. Ça me stresse pourquoi? Parce que
ça sort de ma règle du jeu. Ça, c'est une première chose. Ou alors, j'ai pas de réponse immédiate à cette situation et OK, qu'est-ce que j'ai moi comme élément pour pouvoir y répondre au mieux? Et donc quand on parle gestion du stress, et prise de décision sous stress, on peut pas enlever le stress. On peut pas et on doit pas enlever le stress. Mais par contre, on doit définir qu'est-ce qui est important pour nous, pour réussir à prendre ces décisions sans nous créer un stress, un «mauvais stress», on va dire, entre guillemets, derrière. Et c'est là où moi je peux faire le lien assez facilement entre l'arbitre. Soyons arbitres de notre vie, en fait. Regardons le terrain du jeu sur lequel on est et définissons nos règles et soyons arbitres de nous et ça va ça c'est un pas, c'est un des premiers steps pour la gestion du stress, justement, à mon avis. Willy, je me permets de rebondir. On a Olivier qui répond Salut dans la Olivier, discussion. Il peut y avoir l'amour de soi et l'amour de ce que l'on veut devenir. Euh, c'est Comment ça lié. résonne chez toi, ces mots? Ben pour moi, c'est complètement lié parce que, si on n'a pas d'amour de soi maintenant, on va pas pouvoir avoir la vision, exponentielle, la vision grandissante un peu de ce qu'on veut devenir. C'est, si on imagine que je me dénigre, que je me sens pas légitime de, tiens, je vais prendre cette activité de coach parce que je l'ai vécu au début, hem je l'ai déjà dit souvent sur les réseaux, mais moi j'arrive d'un milieu où, voilà, avoir un coach, c'est un peu nul, il y a des jugements un peu sur le fait de devenir coach et donc pour moi, ça a été difficile de m'afficher sur les réseaux, en disant: «Ben, moi j'ai envie de devenir coach de vie, coach sportif, coach mental aussi» et de pas me sentir légitime. Ça aurait été facile et donc si là, je m'offre pas de l'amour à me dire: «Mais si, c'est ça que j'ai envie de transmettre, c'est ça que j'ai envie de faire». Donc je vais aller dans l'amour de moi-même et je vais moi, me légitimer sur cette activité. Alors dans ces cas-là, ça sera beaucoup plus facile d'accéder à mon moi futur qui va devenir un coach, qui est en train de devenir un coach et qui est coach maintenant. Donc pour moi, c'est clairement lié l'amour de soi aujourd'hui pour une vision de soi exponentielle et pour pouvoir prendre les meilleures décisions pour s'offrir ça à nous-mêmes. Mais c'est à nous de nous légitimer. Merci, Willy. Pour cette problématique-là de l'émotion et de la décision, moi, je pense que vraiment, l'émotion forte, d'être dans des émotions vraiment fortes, n'a jamais été un bon conseil. Non. Et c'est là où ça devient intéressant, en fait, et c'est l'outil que tu vas offrir à nos participants en bonus, cette météo intérieure. Le propos, c'est les extrêmes sont très mauvaises conseillères. Ne prenez pas de décision définitive sous le coup de la colère, Non. parce que vous allez le regretter. Ça va être une difficulté, mais ça marche aussi. À l'inverse, ne vous engagez pas sur l'euphorie, parce que demain, quand l'euphorie va être passée, ça va être compliqué. Ouais. Réfléchissez. Je suis persuadé que vous avez, à un moment donné dans votre vie, dit oui à quelque chose parce que vous étiez dans une ambiance euphorique. On ne parle pas là de boire ou d'alcool, on parle juste dans je me sens super bien, je suis en super forme, il me propose un challenge, allez, banco, on y va. Ou alors, on est dans une discussion animée entre des copains, des collègues, et puis, tiens, allez, on s'inscrit, on fait le marathon de Paris, il est dans un mois, j'y vais. Le lendemain, quand il faut mettre les baskets, eh ben, ça devient beaucoup plus difficile. Mais quel con, mais pourquoi j'ai pris ça? Mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Mais tout ça, ça vient d'où? Ça vient de cette émotion, de savoir maîtriser son émotion. Et là, c'est vraiment un outil qui pour nous, hein, c'est un outil qu'on a vu dans notre formation de puissance mentale, c'est cette météo intérieure.
cette météo intérieure qui va nous permettre de faire le point pour savoir où j'en suis dans ma zone de maîtrise. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec nos termes et ce qu'on dit, hein, je vais très rapidement vous rappeler les 3 zones. Les 3 zones, c'est pour être bien, je dirais, c'est la zone de maîtrise, c'est la zone du milieu. C'est la zone dans laquelle, finalement, tout va se passer, tout va être intéressant, tout va être fluide, tout va être facile. D'accord? Mais cette zone, elle est entourée de 2 zones, ce qu'on dit des zones critiques. Une zone critique basse, et Will disait très bien tout à l'heure, hein, où on va être un petit peu dans l'ennui, on va être un petit peu dans la dépression si on va vraiment très bas. Et donc, on va être un petit peu… Alors, moi, j'ai plutôt l'habitude de parler en termes d'énergie. On va être dans des énergies basses, voilà, où on a plutôt envie de s'abandonner, où on est plutôt dans je reste dans mon canapé. Et puis, on a en haut, au-dessus, la zone critique haute. C'est là où on va rentrer un petit peu dans l'énervement, dans la colère, dans la haine, dans vraiment éclater. Et l'outil de la météo intérieure, hein, c'est finalement régulièrement dans sa journée de faire le point pour savoir où j'en suis. Où j'en suis, est-ce que j'en suis en train de venir flirter avec cette zone critique haute qui va me faire exploser et auquel cas j'ai besoin de me calmer, de descendre, okay. Ou est-ce que je suis en bas, trop bas, et j'ai besoin de remonter et de venir vraiment travailler son état d'esprit en fonction de son énergie, en fonction de où j'en suis, et surtout de se poser la bonne question de quoi j'ai besoin maintenant. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être sur un pilote automatique et d'aller monter très haut ou descendre très bas. La difficulté, hein, c'est pas, et le risque, c'est pas de franchir les lignes, mais c'est contrôler le franchissement de ces lignes et de savoir y revenir ou de venir flirter avec quand on a besoin. Oui. Dans la vie de tous les jours, vous n'avez pas toujours le même besoin d'énergie. On n'a pas le même besoin d'énergie l'après-midi pour lire un bouquin sur sa chaise longue au soleil que quand il faut aller arracher la haie parce que l'arbre est mort. Voilà, donc à moi de régulièrement m'auto-évaluer pour savoir où j'en suis dans cette zone-là et m'ajuster. Et ça, c'est l'outil que Willy va vous offrir en fin de webinaire, hein, qu'on va vous envoyer. Et c'est un outil qui est vraiment très, très puissant parce qu'il nous permet vraiment de faire le point. C'est vraiment un rendez-vous avec soi-même pour savoir mentalement, là, à l'instant T, où j'en suis, quelles sont mes émotions, quelles sont mes pensées, quelles sont mes relations, de quoi j'ai besoin pour pouvoir aller dans le bon état d'esprit pour la suite. Voilà. Donc, voilà comment moi, ça me fait résonner un petit peu cette émotion. Hein. Ce qu'il faut vraiment retenir, et Willy complétera après, c'est le cadre, le jeu. Le cadre du jeu, c'est ma règle, c'est de quoi, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je veux mettre en place, avec cette capacité, entre guillemets, à jouer avec cette limite, cette règle. Beaucoup de joueurs viennent chercher la limite et ça nous challenge, mais c'est aussi là qu'on va progresser, de savoir ça. On y reviendra un petit peu plus tard, on a une question sur ces sorties de zone. Et puis, ce stress qu'il faut maîtriser pour ramener dans le bon niveau de stress, suffisamment de stress pour nous challenger, pour être performant, pour continuer à avancer, mais pas trop, pour pas que ça nous bloque et pour pas qu'on soit dans ces crises-là. Et puis, vraiment, c'est le bon état émotionnel pour prendre la décision, pour prendre sa décision. Et ça, c'est vraiment pour moi la clé de savoir dans quel état émotionnel je suis au moment où je prends cette décision, ma décision, la décision. Là, maîtrisez votre état émotionnel. Venez travailler avec des petites météos intérieures. Je ne sais pas si on a dit non, mais c'est vraiment la météo intérieure. Mmh. Ouais, super, Ouais. merci. Ben, moi, ce que je rajouterais un petit peu sur, je j'adore vraiment, hein, ces zones critiques, ces zones de maîtrise. C'est comme si je vais essayer de le faire avec des doigts comme ça.
Donc tout ça ici, tant qu'on est là, on est en zone de maîtrise. Ici, c'est zone critique haute, zone critique basse. Alors zone critique haute, ça va être beaucoup exprimé par par la colère, je maîtrise plus et puis je suis en énergie très, très haute. Et zone critique basse, c'est une réponse aussi, au stress où on va s'inhiber et on va tomber en hypostress en fin de compte et où on va plus pouvoir prendre de décision. Hem Dans cette zone de maîtrise, c'est donc on rencontre des problèmes et ici, on a les solutions déjà qu'on connaît, donc on peut y répondre et ensuite, tout d'un coup, on va tomber sur un problème qui est, ou trop haut ou trop bas, qui sort de notre zone de maîtrise et c'est là où le problème va nous faire monter en stress. Donc en l'idée, bien sûr, on a toujours envie de déplacer les problèmes, de prendre le problème et de le mettre ici. Sauf que ça, c'est impossible parce que c'est quelque chose qu'on maîtrise pas du tout. Donc en fait, l'idée, ça va être, quand j'ai un problème ici, agrandir ma zone de maîtrise pour que le problème rentre dans ma zone de maîtrise. Et donc, on n'aura pas déplacé le problème, nous, on aura agrandi notre adaptabilité. Et ça, cet outil que tu parles, Sylvain, c'est, ouais, voilà, super, merci beaucoup. Il nous fait un schéma, c'est exactement ça. Hem, Cet outil que tu parles de la météo intérieure, c'est Ah, excuse-moi, je la remets. ouais, 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 bien sûr, ouais. C'est, s'entraîner, c'est quelque chose qui s'entraîne et si je suis entraîné à entrer à aller en moi régulièrement et à me poser la question: «Où est-ce que j'en suis?» alors ça va devenir de plus en plus facile de détecter justement ces états de stress et me dire: «Oh, ce problème-là que je rencontre, il est hors zone de maîtrise pour moi». Donc maintenant, ça c'est le premier outil météo intérieur. Ensuite, je vais pouvoir piocher dans ma caisse à outils, qu'est-ce que j'ai pour répondre à cette situation? Et le pont que je voulais faire, c'est ce qui s'est passé hier soir, donc avec ce qui m'est arrivé, hein, c'est la dernière aventure un peu forte qui m'est arrivée. Tout d'un coup, j'ai eu une douleur énorme qui est montée dans mon abdomen, mais c'était vraiment très, très intense. Alors moi, j'ai tendance à pas mal résister à la douleur et puis à me dire: «OK, je vais faire quelques respirations, ça va passer». Sauf qu'au bout de 3 4 minutes, je suis rentré en météo intérieure et je me suis dit: «OK, qu'est-ce que ton corps te dit? Qu'est-ce que ton mental te dit?» et là, j'ai très vite détecté que j'étais complètement hors zone de maîtrise et que ça allait pas du tout s'améliorer. J'ai senti que là, j'avais pas d'outils pour répondre à cette question. Mon épouse était pas là et puis elle était pas joignable parce qu'elle était dans une activité qui pouvait pas elle était, juste pas joignable à ce moment-là et donc j'ai pris la décision, dans le calme, d'appeler le 144 pour leur dire: «Voilà, j'ai ces symptômes-là, qu'est-ce que vous me conseillez?» Le gars, tout de suite, il me dit: «J'envoie l'ambulance». OK. Donc là, j'accepte, tout de suite sa proposition. Je suis revenu en météo intérieure. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai senti qu'il fallait que j'aille dehors. Donc, hem, je suis descendu dans mon jardin, je me suis allongé dans l'herbe. Ça m'a fait du bien, pas sur la douleur, mais ça m'a fait du bien parce que c'était un endroit où j'arrivais à avoir des éléments qui m'apportaient quelque chose de rassurant et de reposant. Ensuite, de là, j'ai fait l'exercice du lieu ressource et ça, c'est l'exercice que vous propose Sylvain pour ceux qui se sont inscrits au Zoom. Le lieu ressource, on va s'imaginer dans un endroit où tout est parfait, où tout est bien, où tout correspond à à ce qui peut nous détendre, tout correspond à notre bonheur dans ce lieu. Donc on va plonger dans ce lieu, ce qui va nous permettre d'avoir, un endroit de sécurité. Comme ça, le cerveau, il monte pas encore en hyper stress et depuis cet endroit de sécurité, on va pouvoir prendre d'autres décisions. Alors la décision que j'ai prise, c'est que j'ai rassemblé mes forces par des respirations, je suis re-rentré dans la maison, j'ai pris mon téléphone, je l'avais sur moi, j'ai pris mon portefeuille et je suis allé devant la maison. Je me suis allongé sur les graviers qui est devant la maison, mais c'était un endroit où les ambulanciers pourraient me trouver si jamais j'avais un malaise. C'était pas l'endroit le plus confortable, mais encore une fois, j'étais allongé sur quelque chose de frais, sur les graviers, ça m'a fait du bien et surtout, j'ai rassuré mon cerveau parce que je me suis dit: «Si je tombe dans les pommes ou si j'ai un problème que je maîtrise pas et que je rentre inconscient, les ambulanciers auront pas à me chercher, ils me trouveront
directement. Et donc tout ça, c'est des prises de décision que j'ai fait sous stress intense parce que je maîtrisais pas du tout, je savais pas ce qui m'arrivait et c'est tous ces outils-là m'ont beaucoup, beaucoup aidé pour prendre les bonnes décisions à chaque fois. Dans ce cas-là, j'aurais pu, à l'inverse, partir dans tout le dans plein de pensées à me dire: «C'est mon foie qui est en train d'exploser, je vais mourir, je suis en danger, oh là là, je c'est la panique, oh là là, je maîtrise plus rien» et j'aurais pu me laisser aller là-dedans et prendre d'autres décisions et les autres décisions, je ne sais pas qu'est-ce que ça aurait pu être, mais en effet, ça aurait pu être que, heu, je me dis: «Beh, là où je suis confortable, c'est dans mon lit ou je sais pas où et puis j'ai pas mes papiers sur moi et puis quand les ambulanciers ils arrivent, est-ce que vous avez une carte, d'assurance?» Enfin, c la situation aurait pu être aggravée. Moi, je suis rentré dans j'ai été chercher les endroits en moi qui étaient calmes parce que dans un état de super stress, on a toujours des endroits en nous qui sont calmes. J'ai été les chercher et pour pallier à la douleur, je vais finir avec ça, parce que cette douleur, bien sûr, elle fait monter en stress et pour pallier à ça, j'avais mal côté droit de l'abdomen et je me disais régulièrement: «OK, est-ce que j'ai mal à l'épaule gauche? Ah non, j'ai pas mal à l'épaule gauche, OK, je vais y rester un petit peu dedans. Est-ce que j'ai mal au pied droit? Ah non, ah, ça fait du bien d'être dans le pied droit parce que j'ai pas mal» et je parcourais des endroits de mon corps dans lesquels j'avais pas mal et ce qui me permettait, sur des fractions de secondes, mais qui sont super précieuses à ces moments-là, de me détacher de la douleur et de pouvoir, du coup, rentrer dans mes exercices pour trouver mes endroits de calme. Voilà, ça c'était important pour moi de vous partager ça, parce que c'est du concret. C'est pas quelque chose que j'ai lu dans un livre, c'est quelque chose que j'ai vécu hier soir et j'ai pu vivre ça parce que je me suis entraîné à des outils que j'ai appris. Voilà. Merci Willy pour ce beau partage et vraiment cette finalement mise en, en lumière de comment prendre ses décisions, de comment on s'appuie sur qui on est et ce qu'on ressent au moment pour prendre les bonnes décisions dans l'instant. Et ça, c'est vraiment important Ouais. de, 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 de l'avoir en tête, en fait. Donc, du coup, effectivement, Willy vous en a parlé. Le deuxième cadeau bonus, c'est celui que moi, je vous ai... alors, j'en ai un enregistré, mais je pense que je vais vous en faire un deuxième parce qu'il est un poil long et j'aimerais le raccourcir pour que ça soit un outil qui soit plus pragmatique et plus utilisable immédiatement. C'est le lieu ressource. C'est vraiment, à un moment donné, venir faire le vide, aller dans un endroit, un cocon, un petit nuage, un petit espace de bien-être. On a tous en tête un endroit où chaque fois auquel on y pense, chaque fois que j'y pense, naturellement, ça tombe. L'idée de ce deuxième bonus, hein, c'est que vous puissiez l'activer en cas de besoin. Alors, Winnie, on a eu quelques questions, et notamment deux questions en amont du webinaire. Là, tu veux répondre à la première question et puis attends, je vais répondre plutôt à la première question. Ouais. Et, je te, alors, cette question, donc c'est oui, c'est Caroline hein, qui nous l'a posée. Attends, j'ai un doute sur la personne qui nous l'a posée. Je Oui, crois que c'est c'est bien ça, ça. c'est Ouais, Caroline. Caroline, merci pour la question. Mm. Et elle nous demande comment mettre son cerveau sur off et sortir de ma zone de confort sans créer, sans céder aux crises d'angoisse. Ah, bah déjà, bravo, parce que c'est pas si évident de formuler sa question. Globalement, hein, rien que le fait de poser par écrit sa question nous permet de conscientiser beaucoup de choses. Et ça, c'est vraiment important de se poser et prendre le temps de réfléchir à formuler son besoin et sa question. Alors, la première chose qui me fait réagir un petit peu dans ta question, Caroline, c'est mettre son cerveau sur off.
Pourquoi voudrais-tu prendre une cocotte minute et tout mettre dedans et plus y toucher? Non, je pense que l'état d'esprit et la puissance mentale, c'est justement de ne pas mettre son cerveau sur off, mais c'est de comprendre comment utiliser ces signaux qu'il va t'envoyer. Utiliser ces signaux pour continuer à avancer. D'accord? Donc, déjà, il faut casser cette croyance que je suis en capacité de mettre mon cerveau sur off et que tout ira bien après. Non. C'est encore une forme de se dire, je donne la responsabilité à quelqu'un d'autre. Je ne veux pas voir ça. Donc, la première chose, vraiment, je veux t'inviter à ne pas résister à mettre son cerveau sur off. Ça, c'est vraiment la première chose. Ce n'est pas en essayant de tourner son cerveau sur off qu'on va pouvoir avancer. Maintenant, la deuxième chose, la deuxième partie de la question, elle est excellente. Elle est excellente parce qu'elle nous amène à quelque chose qu'on a tous, à un moment donné, expérimenté. C'est qu'on veut changer quelque chose chez nous. On est avec une vision de ce qu'on veut faire. Alors, vous entendez souvent parler du mois actuel, de où j'en suis, et du mois rêvé, du mois où je veux aller. Et en fait, ce que je ressens au gré de ta question, hein, c'est que tu penses pouvoir aller en un coup de baguette magique, en un pas, du toi actuel à ton toi rêvé. Et c'est normal que ça te fasse peur, parce que c'est immense, c'est trop grand. Ce gap-là, aujourd'hui, dans ton état, il est trop grand. Donc, moi, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de découper les étapes entre où tu en es aujourd'hui et où tu veux aller demain. Et d'accepter de faire des plus petits pas. De faire des plus petits pas. Parce que chaque petit pas va t'aider à baisser ton niveau de stress et d'angoisse. Je vais prendre un exemple tout con. Hein. Alors, j'en ai deux qui me viennent en tête. Je pense que je vais prendre celle d'Edgar Gros-Piron. Celle d'Edgar Gros-Piron qui a été champion olympique de ski de boss en 1992. Et il explique, alors dans sa citation, c'est pour un autre objectif, mais je vais la rappeler ici. Il dit, l'année des Jeux Olympiques, pour gagner les Jeux Olympiques, j'ai fait 1 300 000 virages. 1 300 000 virages. OK. Et son adversaire a aussi fait, tous ses adversaires ont aussi fait 1 300 000 virages. Cependant, Edgar Gros-Piron, au cours de cette année-là, tous les 65 virages, il faisait une étape. Ça fait, en gros, 20 000 virages. Ça fait 20 000 étapes. D'accord? 20 000 étapes. Son principal adversaire faisait des étapes tous les 100 virages. 100 virages, ce qui fait 13 000 étapes. On est d'accord? 1 000, 13 000 étapes. Donc, il y a un delta de 7 000 étapes, 7 000 marches. Vous savez, en termes de temps, ce que représentent ces 7 000 marches, ça représente 9 dixièmes de seconde à l'arrivée. 9 dixièmes de seconde, il y a 7 000 marches dedans. Alors, quand on est dans des difficultés pour se mettre en action, pour sortir de sa zone de confort, rappelez-vous que ce n'est pas parce que la marche est petite qu'elle ne vous fait pas avancer. Donc, pour sortir de sa zone de confort, c'est trouver une marche qui est suffisamment importante pour me challenger et pas trop importante pour ne pas me mettre dans un état de stress trop grand. Et surtout, accepter. Une fois que vous avez fait cette excursion en dehors de vos zones de confiance, de confort, de confiance, de revenir vous régénérer pour repartir et assimiler cet effort-là. Et là, c'est important. C'est important de se dire, OK,
je fais un petit pas, je me mets en danger, je me mets en risque, je prends des sensations qui ne sont pas à l'aise. Je me bats avec, je reviens me régénérer dans une zone où je suis en maîtrise, où je suis en confort, avant de réavancer sur une marche supplémentaire. D'accord? Et c'est vraiment là, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que, en fait, ta crise d'angoisse, elle vient de l'espace et du saut que tu veux faire entre où tu es là maintenant et où tu veux aller demain. Et je pense que c'est pour ça que tu vois ça comme quelque chose de trop grand, une montagne trop grande. Vous pouvez le prendre avec l'Everest, vous pouvez le prendre avec un océan à traverser, peu importe. Ce qu'il faut et ce qu'il y a d'important, c'est que je sors par petites étapes, je reviens me régénérer, me remettre en zone et je repars. Et c'est par cette confrontation finalement à cet inconfort, aussi petit soit-il, qui va nous permettre au fur et à mesure de rendre cette zone confortable et de pouvoir avancer et l'agrandir, cette zone de confort. Parce que de toute façon, quoi que vous fassiez, autant de développement personnel que vous puissiez faire, il y aura forcément à un moment donné une étape qui va vous mettre dans l'inconfort et qui vous demandera de challenger, de revenir, d'y aller, de revenir et de repartir. Effectivement, j'ai vu, Olivier, cette alternance d'effort et d'inconfort vient aussi du sport de haut niveau et de l'entraînement, hein, de l'entraînement physique. Dans le sport et la pratique sportive, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne progresse pas dans l'effort et dans l'entraînement. Le corps va progresser dans la récupération et la régénération. C'est ce qu'on appelle le phénomène de surcompensation. Et votre corps, votre cerveau est une partie de votre corps. Il va fonctionner pareil, aménager des plages de repos pour régénérer. Et c'est là qu'on grandit, c'est là qu'on assimile les apprentissages qu'on a fait par cette mise en action. Voilà ce que je pouvais te dire, Caroline, sur ce sujet-là, de sortir de sa zone de confort et apprendre à écouter et maîtriser les signaux de son cerveau et pas vouloir les éteindre parce que c'est lui qui va soit complètement nous bloquer, parce que l'éteindre, ça veut dire qu'il ne donne plus les signaux, donc on sera bloqué parce qu'on n'osera pas, soit il va nous mettre vraiment dans un inconfort. Et il faut vraiment prendre ces signaux-là, les interpréter. Et c'est là, en fait, toute la puissance du mental. C'est que apprendre à maîtriser et à contrôler son cerveau. Et c'est là où nous, avec Willy, on est là pour vous accompagner, pour vous aider à franchir ces petites étapes et à avancer et à mieux comprendre votre façon de fonctionner, votre singularité et de quoi vous avez besoin. Quelle est votre prochaine étape? C'est là-dessus que nous, on travaille avec vous. Ouais, merci Sylvain. Et en effet, alors j'aurais envie d'ajouter un petit truc, si tu permets. Bien sûr. Donc mettre son cerveau sur off, c'est une notion, moi, que je recherchais énormément aussi avant parce que, voilà, j'imagine, Caroline, que, enfin, je pense pas trop me tromper que tu rentres dans les cases des hypersensibles, voire même des TDA, des HP, enfin voilà, toutes ces choses-là. En général, quand on veut éteindre son cerveau, c'est qu'il est trop allumé et donc on est dans quelque chose de cet ordre-là. Hem, Faut comprendre une chose déjà, c'est que alors voilà, le cerveau, on peut pas l'éteindre, ça Sylvain, nous l'a bien dit. Heu, c'est pas que quand on est comme ça hypersensible et ça, c'est pas qu'on a des troubles d'attention, des troubles de concentration, c'est pas qu'on en manque en fin de compte, c'est qu'on en a trop et ça, c'est une dimension, moi, qui m'aide beaucoup à regarder ça, quoi. Je manque pas de concentration, j'en ai trop, en fait, sur tout et ça, cette prise de conscience, elle est, pour moi, elle est énorme et ça s'apprend. Ça s'apprend. On doit apprendre, en fin de compte, à savoir quoi faire de toutes nos pensées, savoir quoi faire hop, excusez-moi, savoir quoi faire de tout ce qui passe dans notre cerveau, savoir quoi faire de de cette lumière éclairée tout le temps. L'image que j'ai toujours, moi, je travaille dans le domaine du spectacle, je travaille dans les théâtres, j'installe des décors et donc je prends souvent, l'image de la scène sur un spectacle. L'éclairage, il va éclairer une zone,
dans lequel va se passer la scène à laquelle on a envie de donner l'attention. On a envie d'attirer l'œil du public sur un endroit, on va baisser la lumière à des endroits, on va la mettre un peu plus forte sur un autre endroit. Donc naturellement, on va aller. Nous, en tant que, toutes ces choses-là, HP, TDA, tous ces trucs et tout ça, c'est comme si la scène était éclairée plein feu en permanence et qu'il se passait énormément de choses tout aussi intéressantes les unes que les autres. Et c'est un peu ça qui se passe dans la vie, en fait. Et tout d'un coup, on a envie de dire: «Mais ah, mais c'est trop, c'est trop, c'est trop, je peux pas suivre l'histoire, je comprends rien à l'histoire, parce qu'il se passe quelque chose partout». Et là, on aimerait éteindre la lumière et dire: «OK, arrêtez le spectacle parce que là, il faut que je prenne du recul». Sauf qu'en fin de compte, il faut juste qu'on apprenne à se dire: «OK, tout est allumé et je vais prendre des endroits et être OK de rater autre chose ici, de rater un bout de l'histoire ici et puis de créer mon histoire». Ça serait le lien un peu que je pourrais faire et pour moi le le bouton off en fin de compte, c'est un faux bouton off qu'on va trouver. C'est un endroit où on va assumer qu'on a trop de concentration partout, on peut pas tout prendre et c'est OK, on prend pas tout. Merci Willy. On a une dernière question, c'est Olivier. Donc Olivier nous demande, attends, je mets la question dans le chat, comment ne pas s'emballer? Mmh. Super question, merci beaucoup Olivier, parce que, tu veux bien que je la prenne la question Sylvain? Oui, oui, bien sûr. Elle est pour toi. Ouais, celle-là je l'aime bien moi. En fait, d'abord, c'est pourquoi on s'emballe. C'est ça qu'il faut comprendre. On s'emballe parce que on n'a pas de réaction, on n'a pas de réponse à la situation qu'on rencontre. On n'a pas de réponse immédiate qu'on connaît. Donc, on va se sentir perdu, on va rentrer dans une zone d'insécurité. Et cette zone d'insécurité, elle nous crée un stress énorme qui va nous faire, la réponse à ce stress, c'est les trois réponses principales. Ou on court, c'est la fuite, ou on se bat, ou on s'inhibe et on rentre en hypostress. Donc déjà, si, j'ai un peu perdu mon fil, excusez, je vais retrouver, mais je prends les médicaments là, ça me fait un peu perdre, mais je vais retrouver mon fil. On s'emballe. Comment on fait pour ne pas s'emballer? C'est prendre conscience dans l'état dans lequel je suis déjà. Encore une fois, on revient sur cette météo intérieure. Je viens à moi, j'en suis où? Et ça déjà, ça permet de faire l'état des lieux et de pouvoir répondre: «OK, j'ai une situation tellement stressante», je reprends ma situation de hier. Hier, la douleur était, mais insupportable, mais vraiment, mais c'est une douleur qui est, mais, horrible, horrible, horrible. Heu, Au lieu de partir en panique dans ma tête, j'ai fait l'état des lieux et ça, c'est quelque chose qui permet justement de pas partir en vrille, de pas partir, c'était quoi le mot qui te dit? S'emballer. De Ne pas s'emballer. s'emballer. Ça permet de pas s'emballer. C'est prendre conscience de la situation, la valider et accepter que je suis dans cette situation. Ensuite, il y a une chose que je voudrais rajouter à ça, c'est que on va s'emballer parce que on a l'impression d'être, en danger de mort dans la situation à laquelle on ne sait pas répondre. Il y a une partie de notre cerveau qui, elle, répond comme un danger de mort et faut se poser la question: «Où est-ce que je suis? Dans quelle situation?» Si je suis en train de faire une activité, de faire quelque chose et que je m'emballe dans mon cerveau, on peut essayer de revenir rationnellement à se dire: «Mais en fin de compte, si je fais une activité, si je fais quelque chose, si je suis en train de regarder les réseaux sociaux, si je suis en train d'écrire quelque chose, si je fais quelque chose, c'est que je suis pas en danger de mort». Parce que si j'étais réellement en danger de mort, je serais en train ou de me battre ou de courir pour sauver ma vie ou alors de me cacher et de faire le mort. C'est une réaction qui peut-être parfois chez l'humain est moins courante quand on est réellement en danger de mort, mais c'est une réaction, à c'est une réaction vitale. Donc
Se dire rationnellement déjà: «OK, je suis en train de faire quelque chose, donc je ne suis pas en danger de mort». Il y a un stress, il y a quelque chose qui m'arrive, on m'annonce un deuil, ça c'est, peut-être une des pires des choses qu'on peut nous arriver. On m'annonce la mort d'un enfant pour pousser encore plus le trait de mon enfant. Hem, Est-ce que je suis en danger de mort ou est-ce que je suis pas en danger de mort? Pour moi, c'est une des questions qui permet de revenir ici. Oui, je peux compléter, je peux donner ma Ouais, bien sûr. perception Oui, là-dessus et oui. je pense que ça va être super intéressant parce que pour moi, en fait, ce que je mets derrière l'emballement, finalement, c'est des comportements appris automatisés. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est plus nous qui contrôlons nos réactions et qu'on est dans une forme de pilote automatique où Voilà, c'est des réactions qui vont, je dirais, plus passer par le conscient. Et donc, moi, ce que j'aime faire là-dessus et travailler avec des personnes que j'accompagne, c'est vraiment venir s'observer. C'est une vraie phase d'observation pour identifier les triggers qui me font rentrer dans ces emballements. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? J'ai pas grand-chose qui me vient en tête là sur, sur des, euh, sur des comportements appris qui peuvent être répétitifs. Bon, je vais prendre un exemple qui sort assez souvent, hein, c'est l'exemple de la rupture amoureuse euh, où la personne, dès qu'elle a une rupture amoureuse ou une difficulté dans son couple, hop, elle se jette sur de la nourriture. Voyez, ou dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, je me jette sur de la nourriture, je mange, je mange, je mange. Et ça, c'est pour moi une forme d'emballement. Donc l'idée est vraiment que ce sur quoi moi j'aime travailler, hein, c'est le prendre de l'observation pour identifier le comportement. Quel est le comportement par lequel se matérialise cet emballement? Et à partir de ce moment-là, d'observer en fait quelles étaient mon émotion, quelles étaient mes pensées et quelle situation a déclenché ça. Et venir chercher ces triggers va me permettre de, petit à petit, de sortir du pilote automatique et de réinstaller une nouvelle façon de réagir et un nouveau comportement pour que je désapprenne pour réapprendre quelque chose d'autre. Mais la base de ça, c'est vraiment l'observation, mon comportement, mon emballement, quelles étaient mes émotions, mes pensées et la situation. Du coup, une fois que j'ai cette situation, après, j'ai mon triangle. J'ai le triangle hein, que l'on connaît bien hein, maintenant, le triangle de l'état d'esprit, pensée, émotion, action. L'action, c'est mes comportements, mes pensées, mes émotions. Et en fonction de le fait d'avoir pris ces trois informations liées à une situation, va me permettre de prendre conscience, en fait. Et c'est là l'important, en fait, pour sortir de l'emballement. Pour moi, c'est vraiment de prendre conscience de ce qui m'amène à être dans cet état d'emballement. Et là, vous allez avoir un vrai poids, une vraie force pour pouvoir combattre ces choses-là. Voilà un petit peu, Olivier, quelle serait ma réponse à moi. Maintenant, comme le dit notre formateur, hein, et je crois que tu es bien placé pour le connaître, tu ne prends que ce qui est bon pour toi et ce qui te correspond. C'est pareil pour exactement. vous, hein, là on l'a fait avec Olivier, mais Mm. ayez ce self-service, cette capacité à prendre, à identifier ce qui est bon pour vous. Ouais, Olivier, tu peux nous dire si on a répondu à ta question ou si tu as besoin de précision encore, ce sera avec plaisir. Voilà, bah, super. Willy, il est presque temps de conclure. Est-ce que tu as eu le temps de penser à la suite sur ton lit d'hôpital? Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Ouais, exactement. Alors moi, j'avais envie de profiter de ce webinaire-là pour vous proposer quelque chose, quand même, un accompagnement. Et, et j'ai eu envie, en fait, de vous partager ma gestion du stress, mon état d'esprit au quotidien. Et alors pour ça, j'ai créé un petit programme qui va se lancer le 10 juin. Je lance ça le 10 juin. Ça s'appelle Bulle d'air pour respirer. Et puis c'est complètement mon domaine, moi, les bulles dans l'eau et tout ça. C'est pour ça que ça faisait du sens pour moi. Et en fait, ça va être
30 jours sur Telegram, qui est un logiciel de discussion. Je fais sur Telegram parce qu'il a plein de fonctions qui sont très pratiques, où tous les jours, je vais venir vous partager un, comment dire? Je vais vous partager en fait quelque chose de mon quotidien sur la gestion du stress, sur, la prise de décision, sur comment je me dirige dans ma vie quotidienne avec tout ce que j'ai aussi, avec mon cerveau qui turbine, avec les difficultés que je rencontre, voilà. Tous les jours, il y aura une parole, une petite pensée et puis, sur lesquelles vous pourrez poser vos questions dessus aussi et donc, 30 jours. Un mois où, je vous partage mon quotidien de la gestion du stress. Donc, il n'est pas encore complètement prêt, je ne peux pas vous partager le lien tout de suite maintenant, mais par contre, vous pouvez me faire des messages, rester connectés et puis moi je vous enverrai le lien. Là, ça va être prêt dans les prochains jours. J'aurais dû finaliser ça entre hier soir et aujourd'hui et puis, bah, le la vie a fait qu'il a fallu que je fasse autre chose. Merci, Willy. C'est plein de promesses. C'est une belle promesse que tu nous fais là aujourd'hui de vivre à tes côtés cette gestion du stress. Moi, de mon côté, j'ai dans les cartons un petit process de 4 semaines. 4 semaines pour vraiment venir travailler sur ton état d'esprit. Et l'enjeu de ce petit programme en 4 semaines, c'est vraiment de venir travailler sur ton état d'esprit et de venir adapter cet état d'esprit à tes prochaines échéances, à tes prochaines étapes. Voilà, donc c'est 4 semaines, 1 heure par semaine en individuel avec moi, où tu viens avec ta problématique et on met en place ce premier niveau de conscience et d'état d'esprit pour que tu puisses vraiment aller dans ta performance au niveau de ton potentiel. Voilà, donc c'est un petit programme de 4 semaines, vraiment pour lancer des collaborations ensemble et que dès à présent, tu te mettes dans l'action parce que de toute façon, il n'y a pas de miracle. Quoi que tu fasses, ça passera par l'action pour intégrer tout ce que nous, on a pu te partager aujourd'hui. Voilà, donc moi, ce que je te propose, c'est 4 semaines pour mettre en action tout ce que tu as pu voir aujourd'hui ou chez les copains ou ailleurs. On est là pour t'accompagner dans cette mise en action. Je suis là pour t'accompagner dans cette mise en action. Voilà et moi je vous promets que pour avoir pratiqué Sylvain depuis, bien du temps maintenant, il a vraiment le tact de venir vous challenger, vous poser les bonnes questions pour prendre les bonnes décisions et ça promet aussi, des belles choses tout ça. Merci Willy, merci à tous. Si vous Merci. avez besoin d'informations, de questions, si vous voulez poursuivre l'échange en individuel avec nous, soit en Messenger, soit par Facebook ou Instagram, on est tous les deux sur les deux plateformes. Moi, je suis aussi sur LinkedIn. Si vous êtes intéressé pour votre entreprise aussi, il n'y a pas de souci. On va vous souhaiter une bonne soirée, vous donner rendez-vous, on ne sait pas quand, mais moi, si vous appréciez ce genre de webinaire et ces partages croisés entre Willy et moi, dites-le nous, et puis on fera en sorte de vous en reproposer prochainement sur d'autres thèmes, d'autres sujets. Il y en a encore plein Ouais, d'histoires. on va reparler de tout ça. Merci beaucoup, merci pour votre présence, pour votre écoute et puis, hésitez pas, on est à dispo. Merci bien, messieurs, dames. Bonne fin de soirée, à très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Hop. Au revoir.